Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 juin 2021, bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Au sommaire, aujourd'hui, Israël a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Naftali Bennett. C'est la fin de 12 ans de règne pour Benjamin Netanyahou. On en parle avec René Bachmann, notre consultant international. Valentine Auberti et Yumni Kezouf sont allés à la manifestation contre l'extrême droite samedi à Paris. À une semaine des élections régionales, rencontre avec une gauche unie contre l'extrême droite, mais plutôt désabusée. Faut y aller et il faut continuer à se battre parce que de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Et tout au long de notre invité sera Michel Vievorka. Bonjour. Bonjour. Sociologue, spécialiste de l'antiracisme. Vous défendez l'université dans un livre qui vient de paraître, on va en reparler. Université fragilisée, c'est un comble par sa propre ministre. À l'air libre, c'est parti. Avec nous donc Michel Vievorka, bonjour, sociologue très connu pour vos travaux sur le racisme, et vous avez récemment publié ce petit livre Racisme, antisémitisme, antiracisme aux éditions La Boîte à Pandore, une apologie de la recherche, c'est le sous-titre, une apologie pour la recherche, c'est le sous-titre, tout, et bien sûr dans ce titre on va longuement en reparler, mais d'abord le fait du jour c'est que en Israël, on a changé de Premier ministre, René Bachmann, consultant international de Mediapart, tu es avec nous sur le plateau, salut. Salut. René, Israël a donc un nouveau gouvernement depuis hier, après un vote très serré au Parlement. Le leader d'extrême droite, Naftali Bennett, a été élu. C'est la fin de 12 ans de règne, je l'ai dit, pour Benjamin Netanyahou. René, on va le voir d'ailleurs, Benjamin Netanyahou qui a perdu. René, si on devait résumer ces années Netanyahou, son bilan, en quelques mots, en quelques images, en quelques moments, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que les deux mots qui s'imposent aujourd'hui, c'est ouf. Soulagement. Soulagement, mais... parce que rien n'est garanti pour la suite. Donc c'est bien que Netanyahou ne soit plus là, pour un tas de raisons. Parce que sa carrière, disons, de Premier ministre a été, à mon avis, désastreuse pour Israël, et pas tellement avantageuse pour la région. Et c'est très bien qu'il parte, pour un tas de raisons, notamment pour des raisons morales, des raisons politiques, et des raisons stratégiques ou géostratégiques. Mais c'est très bien qu'il parte aussi parce que il libère le pays d'une espèce de pesanteur qui était très pénible, qui reposait notamment sur les rapports désastreux qu'il avait avec la justice. On en parlera peut-être plus profondément. Qui c'est Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre ? Comment a-t-il réussi d'abord à faire tomber Netanyahou ? Alors, Naftali Bennett, c'est la raison pour laquelle je dis mais, parce que ce n'est pas l'idéal non plus. Ce que je crains un peu, pour résumer, c'est que ce soit du Netanyahou sans Netanyahou. C'est un homme d'extrême droite. C'est un homme d'extrême droite, c'est un homme qui est très favorable à la colonisation. Il a été pendant un moment patron du conseil de Yesha, qui est l'organisme qui gère les colonies, qui représente les colonies. Il a été patron de 2 ou 3 partis. Il a été patron de 5, il a participé à 5 partis en 15 ans. Un homme assez versatile. Il était patron de 2 partis, dont un, celui qui dirige maintenant, qui s'appelle Yamina, qui s'appelle À Droite. Donc c'est assez clair. Et c'est un homme de droite par définition, favorable à la colonisation de façon intensive, favorable à l'annexion, qui serait assez favorable à l'expulsion des Palestiniens, et qui n'a pas du tout d'égard à l'écart des Palestiniens comme êtres humains. Il s'est même vanté, j'ai raconté ça dans mon papier, du fait de tuer les Arabes ne lui posait aucun problème. Donc on peut avoir quand même quelques doutes sur la dimension droit de l'hommisme de ce garçon. Avec qui va-t-il gouverner ? Et quelles sont les priorités de son gouvernement ? C'est plus compliqué. C'est très compliqué parce que le gouvernement dans lequel il est, dont il est le Premier ministre, c'est un gouvernement dont il est Premier ministre peut-être un peu par accident. En fait, le vrai Premier ministre qui aurait dû prendre le pouvoir hier, c'est Yair Lapid. Un centriste, on va le voir d'ailleurs. Qui est un type plutôt pas trop mal, dont tout le monde pensait qu'il serait Premier ministre. Il avait lui-même l'idée de le devenir, et c'était pas une mauvaise idée qu'il le soit, parce qu'il représentait une vision d'Israël qui était plus intéressante, disons, et plus agréable. Et il a plus de voix que Lapid au Parlement, par ailleurs. Il a eu de loin beaucoup plus de voix. Il a eu plus de 2 fois plus de voix. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque les gens qui étaient hostiles à Netanyahou, parce que c'est quand même... c'est la seule chose qui a rassemblé tous les gens qui participent à cette coalition. Coalition, je peux appeler ça comme ça. C'est la détestation de Netanyahou. Tous les gens qui participent n'avaient qu'un seul but en commun, dégager Netanyahou. Et Lapid était l'animateur de ce groupe, disons. Simplement, quand il s'est rendu compte qu'il fallait aller jusqu'au établir un gouvernement, avoir une coalition cohérente, etc., il s'est rendu compte que ça ne pourrait pas marcher s'il n'avait pas
ce qu'on appelle une majorité juive. En Israël, c'est très compliqué. En Israël, les Arabes sont considérés comme des citoyens israéliens, pour certains d'entre eux, mais pas au point d'être considérés comme des électeurs ou des députés israéliens quand il s'agit de voter des lois. Donc on ne peut pas faire fonctionner un gouvernement dans lequel la coalition qu'il soutient ne soit pas une coalition qui soit avec une majorité juive. Et il lui fallait donc avoir des voix juives, uniquement juives, sauf une, dont on parlera peut-être parce que c'est intéressant. Du coup, il avait une seule hypothèse, c'était de faire entrer Bennett dans son gouvernement et dans sa coalition. Mais c'était une condition, c'est que Bennett, qu'il a posée évidemment, c'est la condition que Bennett soit Premier ministre. Benyamin Netanyahou redevient donc aujourd'hui simple citoyen et donc un justiciable comme les autres. Ouais. Et c'est important parce qu'il est littéralement cerné par la justice. Il est cerné par la justice et ça pourrait même être pire. Pour l'instant, il doit répondre devant trois accusations. Ce sont toutes des affaires de corruption. Il est impliqué dans 3 procès dont les audiences ont déjà commencé. Il a déjà comparu pas mal de fois. Il y a un quatrième dossier dans lequel il est impliqué qui est beaucoup plus grave que les 3 autres, qui est une affaire de corruption, mais une corruption internationale liée à l'achat par le gouvernement israélien de sous-marins à une firme allemande. C'est un dossier particulièrement lourd. Moi, j'en ai parlé d'ailleurs dans le journal Mediapart, avec l'un des anciens magistrats qui avait travaillé sur ce sujet, parce que non seulement il a touché de l'argent d'une entreprise qui vend du matériel à la société qui fabrique des sous-marins, c'est pas déjà très joli, mais en plus il est intervenu auprès de la compagnie qui les fabrique, une société allemande, pour qu'elle vende les mêmes sous-marins à l'Égypte. Et ça, c'est considéré par les moralistes israéliens et par les gens qui ont conçu les rapports internationaux en Israël comme une chose très dangereuse. C'est à la limite de l'espionnage et de l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc là, il est devant un cas très emmerdant. Alors on verra donc si, en effet, Benyamin Netanyahou d'abord répondra vraiment devant la justice, et puis aussi si finalement il ne reviendra pas à un moment dans le champ politique, puisque on a un gouvernement là quand même assez fragile en quelques mots. La coalition tient à une voix. Elle est très fragile parce qu'elle est composée de gens très différents. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, la seule chose qui les unit, c'est d'être hostile à Netanyahou, vouloir qu'il s'en aille. Maintenant, il est parti. On va se retrouver face à leurs propres contradictions. Ça va, cette coalition, de la gauche, disons de la gauche sioniste, le Meretz, qui est vraiment, ce sont des gens qui sont favorables au dialogue des Palestiniens et des Israéliens, gauche démocrate, l'État palestinien des démocrates, jusqu'à l'extrême droite, incarnée par Bennett et des gens de son groupe, avec au milieu de ces gens-là, ou à droite de l'un et à gauche de l'autre, j'en sais rien, un islamiste qui est arrivé là par le plus grand des mystères. Enfin non, par un mystère qui est assez facile à comprendre. Netanyahou avait voulu avoir un islamiste dans sa coalition à lui pour lui permettre de rafler des voix chez les électeurs palestiniens d'Israël. Et l'islamiste qu'il avait trouvé, le candidat qu'il avait trouvé, c'était un islamiste, un type des frères musulmans, qui a fondé un petit parti. Il lui avait promis que s'il votait avec lui, il aurait des tas d'avantages pour les villes dans lesquelles habitent les Palestiniens d'Israël. Et le type s'était rallié à Netanyahou. Quand il a vu que Netanyahou avait perdu, allait perdre, il a changé de camp. Il a changé de camp. Avec ce nouveau gouvernement, question rituelle, est-ce qu'il y a une chance quelconque d'évolution, ne parlons même pas de paix, mais d'évolution dans le conflit israélo-palestinien? Franchement, pour l'instant, c'est trop difficile à dire. Moi, j'y crois pas tellement. Je sais que dans le nouveau gouvernement, comme on vient de le dire, il y a des gens qui sont favorables à la paix, même à l'existence d'un État palestinien. Le Meretz, le parti travailliste, en tout cas, ils sont favorables, ils le disent. Il y en a d'autres qui sont favorables, qui le disent moins. Mais la majorité des gens qui constituent la coalition et qui constituent le gouvernement, ils ne sont pas favorables et ne sont pas très favorables à l'ouverture d'un dialogue. En plus, les conditions qui ont été créées, parce qu'il faut dire ça aussi, on ne part pas de zéro. Hein. Les conditions qui ont été créées par Netanyahou sont catastrophiques. Il a réussi à implanter l'idée que l'existence d'un État palestinien et la solution du problème palestinien n'étaient pas nécessaires à la sécurité d'Israël et à la sécurité de la région, qui était autrefois la loi. Maintenant que cette conviction est installée, les gens ont beaucoup moins tendance à penser qu'il faut absolument discuter avec les Palestiniens.
Merci René. Michel Vievorka, vous êtes là sur le plateau. Vous êtes beaucoup exprimé, vous, au fil des ans, sur le conflit israélo-palestinien. Précisément, c'est vrai, vous avez beaucoup travaillé sur la façon dont cette question pouvait s'importer, d'une certaine façon, pour aller très vite en Europe, nourrir même parfois l'antisémitisme. Un mot, que vous inspire la fin de ce gouvernement Netanyahou, de cette période l'espoir, mais je serais aussi prudent que René Bachmann, l'espoir qu'il modifie un peu les choses au sein de la diaspora juive dans le monde entier, et en France en particulier, puisque en France, pendant toutes les années Netanyahou, et je dirais déjà avant, mais encore plus pendant ces années-là, les institutions les plus représentatives du monde juif, celles qui expriment presque officiellement une voix juive, avaient comme attitude soutien inconditionnel à la politique du gouvernement israélien, quoi qu'il fasse. Et donc, quand le gouvernement israélien faisait les pires horreurs, la diaspora juive était sommée de suivre le mouvement. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de jeu, disons que ça va assouplir un peu les choses, dans un contexte mondial qui est un peu favorable à une telle évolution. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Aux États-Unis, alors que les juifs démocrates ou progressistes américains dans les années 50, début des années 60, faisaient partie du mouvement pour les droits civils, avaient suivi le mouvement en quelque sorte. Ils avaient pris beaucoup de distance par rapport au monde noir. Avec Black Lives Matter, il y a eu des rapprochements, il y a eu des évolutions. Donc si, en France, le monde juif, là aussi, comment dirais-je, se rapproche d'un mouvement comme celui-là, ne serait-ce qu'un peu, si ça tangue un peu du côté de la politique israélienne, qu'elle n'est pas aussi claire qu'elle a pu l'être sous Netanyahou, on peut peut-être penser que la ligne hyper droitière qui relaie en quelque sorte l'extrémisme gouvernemental israélien en France, que cette ligne sera un peu, comment dirais-je, un petit peu affaiblie. Merci beaucoup René. On lit sur Mediapart l'article dont tu as parlé, que tu as publié ce matin sur la chute de Netanyahou. À bientôt René et Michel Vievorka, vous restez avec moi. On va maintenant regarder notre reportage samedi dans la manif parisienne contre l'extrême droite. Valentine Auberti rentre sur le plateau. Bonsoir. Samedi à Paris. Bonsoir Valentine. Samedi à Paris, comme dans une trentaine d'autres grandes villes de France, 110 organisations, dont la France Insoumise, la Ligue des droits de l'homme, la CGT, avaient appelé au rassemblement pour les libertés et contre l'extrême droite. Et Valentine, tu y étais? Oui, avec Youmni Kezouf, on était dans le rassemblement parisien. Plus d'une centaine de partis, donc associations, syndicats, avaient appelé à manifester en tête de cortège. Une gauche unie sur un mot d'ordre consensuel, on peut le dire, nos libertés contre l'extrême droite. Mot d'ordre extrême droite qui a réussi à s'inviter en ciblant Jean-Luc Mélenchon, qui s'est fait enfariner par un youtubeur identitaire. À part ça, cette marche, il faut le préciser, s'est déroulée dans une ambiance bonne enfance, sans violence ni présence policière massive. Pêle-même, on a vu un Macron géant avec Marine Le Pen en hochet, signé Attaque. On a vu des partisans d'une candidature de Taubira à la présidentielle et même quelques gilets jaunes sur la fin de la manif, avec une de leurs figures qu'on vient de voir, Jérôme Rodriguez. À Paris, il y avait 9000 manifestants selon la police, 70 000 selon les organisateurs. Dans le cortège, il y avait aussi des avocats et des magistrats, on les a remarqués, mobilisés pour les libertés publiques. Notre colonne vertébrale, c'est la défense des libertés. On subit depuis quelques mois un certain nombre de dérives que je qualifie de fascistes. Je pense qu'il est temps que ce pays se réveille, parce qu'en fait, toutes les lois sont mises en place pour que si jamais on a un autre pouvoir et un pouvoir fasciste, on ait des difficultés extrêmement importantes sur l'application de la loi. Même inquiétude du côté des magistrats. Comment vous qualifieriez en un mot la politique du gouvernement sur les libertés publiques? Autoritaire. Je pense que véritablement, on va vers un régime très autoritariste. On n'est plus du tout dans le sécuritaire, je pense qu'on a basculé au-delà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de projets de loi qui sont toutes les semaines au Parlement. Et notamment là, il y a la loi sur le terrorisme et le renseignement, qui est une loi tout autant liberticide que la loi sécurité globale, et on n'en entend pas du tout parler, parce que c'est plus technique, c'est plus compliqué d'en parler de manière pédagogique. Donc voilà, on est là aussi pour parler de ces projets de loi tout autant liberticides. Et on se souvient que le 19 mai, la justice avait été ciblée lors de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Le problème de la police, c'est la justice! Je ne sais pas si le problème de la police, c'est la justice, mais en tous les cas, aujourd'hui, le problème de la justice, c'est cet exécutif qui bafoue des principes élémentaires démocratiques. Alors à cette manifestation, on avait une question pour tous ces manifestants de gauche. Pourquoi depuis
presque 20 ans, depuis le 21 avril 2002, et un second tour avec Jean-Marie Le Pen, eh bien la gauche a échoué à faire reculer l'extrême droite dans les urnes et ses idées dans l'opinion. Question posée d'abord à la présidente de l'UNEF. En tant que syndicat, parce qu'on est un syndicat progressiste, et on s'inscrit dans le camp progressiste, et c'est certain qu'on a une bataille à mener sur les campus, et on a mené cette bataille. On est en train de la perdre, la bataille culturelle. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pendant des années, mais pour l'instant ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la capacité à réunir autant de monde autour de la table, ça a été difficile, c'est vrai. On n'a pas forcément réussi à faire ce genre de choses. Pourquoi c'est difficile ? Depuis des années, parce que... C'est difficile de se retrouver sur un constat de il faut lutter contre l'extrême droite ? Non, je pense que ce constat, il est simple. La question, c'est comment on organise la riposte. Ça, c'est toujours le débat, comment on est le plus efficace. On s'est réunis dans les interventions médiatiques, on s'est réunis de plein de manières différentes. Là, depuis le début du quinquennat, c'est la première fois qu'on se réunit dans la rue. Donc je pense que ça, c'est une étape. On a ensuite rencontré les jeunes communistes. L'extrême droite a cessé d'augmenter dans les urnes. Comment vous expliquez l'échec de la gauche, de vos partis, à la faire baisser ? Tout d'abord parce qu'il y a eu une gauche qui a trahi, il faut le dire, pendant 2012, qui a semé le désespoir. Il y a des politiques libérales qui sont menées depuis 20 ans, qui sèment le désespoir partout et qui en réalité provoquent une méfiance de la politique de la part de plus en plus de jeunes notamment. Et du coup, les jeunes se tournent aujourd'hui en premier lieu vers l'abstention. L'abstention, elle progresse chez les jeunes et menace même les plus mobilisés. On a rencontré Mikitsa. Elle essaie de trouver du travail dans le milieu de l'art. En attendant, elle est serveuse. Le second tour, c'était Macron-Le Pen. Vous feriez quoi ? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'aurais pas envie de voter, c'est sûr. Quand on a 22 ans et qu'on vit en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit ? Ça fait pas envie, c'est déprimant, mais après, faut se battre, faut lutter et voilà. Et on a tellement eu de choses qui n'ont pas fonctionné avec tout ce qui était loi travail et toutes les portes qui sont fermées et les fois où on nous a pas écoutés en fait, alors qu'il y avait des gens dans la rue et qu'il y avait une vraie demande et des vrais besoins et comment même des choses qui ont été vachement innovantes comme le mouvement des Gilets jaunes et plein de choses hyper intéressantes au final n'ont pas été écoutées et que c'est hyper déprimant de savoir par où commencer en fait. Vous êtes un peu désabusé ? Ouais, un peu, ouais. Je me dis bon, alors que j'ai 22 ans, c'est un peu... Mais en même temps, ça n'empêche pas que faut y aller et qu'il faut continuer à se battre parce que de toute façon, on n'a pas le choix quoi. Merci Valentine. Michel Vievorka, on va continuer à se battre parce qu'on n'a pas le choix. Citoyens inquiets, on l'a vu. Ce dimanche, premier tour des régionales, l'extrême droite pourrait gagner certaines régions, la présidentielle l'an prochain. Le RN est-il aux portes du pouvoir pour vous ? Écoutez, je suis comme tout le monde, je n'exclus pas l'hypothèse. À part ça, qui peut le dire ? Qui peut vraiment le dire ? Il y a 4-5 ans, dans l'élection présidentielle précédente, j'avais écrit un petit livre, Marine Le Pen, présidente. Le séisme, c'était le titre. Et j'avais essayé d'imaginer l'inconcevable. Aujourd'hui, ça devient concevable. Et ça devient d'autant plus concevable que le climat général va dans ce sens-là. On a un sentiment de droitisation générale de la société. Heureusement, il y a des gens qui ne veulent pas ça, mais on a bien vu lors de ces manifestations qu'il y a un désir de gauche, plus qu'une vraie gauche, si je peux dire. On voit très bien aussi que tout ce qui est réformiste a peine à se donner à voir. C'est quand même les partis les plus radicales de la gauche qu'on a entendu et qu'on a vu, l'UNEF, la CGT, le Parti communiste, la France insoumise, bref. Et donc, on est quand même loin du compte. Et donc, il ne faut pas exclure. Il ne faut pas exclure d'abord qu'une ou deux régions passent aux mains du Rassemblement national et qu'ensuite, l'élection présidentielle nous donne des surprises. Vous avez parlé du climat. Il est en effet de plus en plus tendu. Et l'extrême droite partout dans les médias, la confusion des discours parfois entre le gouvernement et l'extrême droite, des youtubeurs qui menacent clairement des médias et des politiques. Bref. Il y a beaucoup d'exemples. Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur la montée du racisme, de l'antisémitisme en France. Est-ce que vous pensiez qu'on en arriverait là dans notre pays ? C'est-à-dire autrement, est-ce que cette fragmentation, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement logique, qui a certaines logiques, ou qui vous paraît assez inattendu ? Si vous regardez l'évolution des 50 ou 60 dernières années, tranquillement, avec beaucoup de distance, en reconstituant les faits, tout ça n'est pas aberrant. Il y a vraiment toute une série de phénomènes qui nous mènent là où nous en sommes, qui ne sont pas propres uniquement à la France d'ailleurs. On ne peut pas uniquement charger la gauche française de ses échecs. Dans de nombreuses autres situations, c'est un peu la même chose. Et donc, il y a une évolution générale dans laquelle l'évolution politique est en retard sur l'évolution de la société. Moi, je pense que cette société, il y a des gens qui parlent d'environnement, il y a des gens qui parlent de MeToo, il y a des gens qui parlent de Black Lives Matter, il y a des gens qui s'intéressent à beaucoup de thèmes que je crois très, très importants. La politique, elle, classique, n'a pas beaucoup changé. Ouais.
Et Emmanuel Macron n'a rien fait pour l'aider à changer. Ça fait aussi partie du problème. Ouais. Historiquement, vous parlez d'histoire, mais justement, ces dernières années, il y a une manifestation un peu commune contre l'extrême droite. À part les marches climat, ces dernières années, il y avait plutôt des manifestations qui avaient fragmenté d'une certaine façon la gauche. La marche contre l'islamophobie en 2019. Récemment, on l'a vu, d'ailleurs, dans le sujet, la participation d'une partie de la gauche au rassemblement de policiers à côté d'Éric Zemmour et du Rassemblement national. Aussi des reproches d'ailleurs face à une partie de la gauche, face à la montée de l'antisémitisme, en disant qu'ils n'étaient pas assez présents pour alerter eux aussi. Est-ce que ce genre d'initiative, c'est un bon signe finalement ? Ça traduit, comme je vous le disais, une sorte de désir de gauche. Ça pour moi c'est très positif. Mais on est loin de voir se reconstruire tout ce qui peut permettre à une gauche de se rapprocher à nouveau du pouvoir. Peut-être que ces choses-là nécessitent beaucoup de temps. J'ai deux images tellement opposées en tête que je ne sais pas quoi vous dire. D'un côté, quand je pense à Mitterrand, disons que le congrès d'Épinay, c'est en 70 ou 71, je ne sais plus, pour aboutir 10 ans plus tard. Donc là, ça prend du temps. Mais d'un autre côté, quand Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale et qu'il y a des nouvelles élections législatives, en quelques semaines, le Parti socialiste, qui était totalement à bout de souffle, revit. Donc ça peut aller très vite, ça peut aller très lentement. Ouais. Ce qui me frappe, c'est que la gauche classique n'a pas travaillé, n'a pas produit d'idées, n'a pas mobilisé les gens qui produisent des idées, et que ça, c'est très fâcheux. Et en effet inquiétant. Alors on va en venir maintenant à votre livre. C'est ce livre, Racisme, Antisémitisme, Antiraciste, Apologie pour la recherche. Et c'est aussi une réponse directe en forme de canular à la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal. Rappelez-vous, c'était en février sur la chaîne d'extrême droite CNews, puis à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Et c'est pour ça que je vais demander, notamment au CNRS, de faire une enquête sur l'ensemble des courants de recherche sur ces sujets dans l'université, de manière à ce qu'on puisse distinguer ce qui relève de la recherche académique de ce qui relève justement du militantisme, de ce qui relève de l'opinion. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Une enquête sur l'islamo-gauchisme, donc, à ce moment-là, en pleine pandémie, les universités vont pas bien. On est le jour de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale, par ailleurs, du projet de loi séparatisme. Ces mots, à l'époque, est-ce qu'ils vous ont choqué, visiblement un peu, puisque vous avez fait ce livre ? Alors, j'étais prêt, je savais ce que je voulais dire sur le fond des choses, et pas du tout en réponse à quelque autorité ministérielle que ce soit. Et puis arrivent ces déclarations, vous n'avez pas tout donné à voir, c'était la confusion mentale totale. Oui. Elle a mis dans le même sac l'islamo-gauchisme et les gens qui, le 6 janvier dernier, avaient voulu empêcher Biden de se faire introniser président au Capitole, à Washington. Donc, c'était n'importe quoi. En plus, demander au CNRS d'aller faire le tri, entre le bon grain et l'ivraie. Il y avait un petit côté néo-maccarthiste qui, de plus, a ses intellectuels organiques. Il n'y a pas d'un côté la ministre et puis le reste. Non, il y a la ministre et puis il y a les intellectuels qui pensent comme elle, qui avaient fait paraître, je crois que c'était dans Le Monde, une pétition, enfin un texte signé d'une centaine d'entre eux, dont souvent des gens assez respectables, qui concluait en disant il faudrait qu'il y ait une instance au sein de l'université qui surveille un peu ce qui se passe et qui fasse remonter vers le pouvoir, les dérives non républicaines. Donc, un climat un peu néo-maccarthiste, une ministre qui est dans la confusion. Je me suis dit, je vais parler sérieusement, mais je vais donner une forme un peu amusante. Et donc, j'ai présenté ça comme un rapport qu'elle ne m'a évidemment jamais demandé. Alors, on va revenir sur le fond, mais vous savez, d'abord, on va rester sur ce rapport. Vous savez, nous, à Mediapart, on aime bien suivre les déclarations de politiques qui créent des polémiques pendant plusieurs semaines, et puis, en général, on n'en entend plus parler. C'est exactement le cas avec ce rapport. 4 mois plus tard, 4 mois après ces déclarations, on a essayé de savoir où en était, justement, ce fameux rapport. Alors, on va reprendre le fil à mi-février, quand la ministre parle. Juste après, il y a eu cette réaction du CNRS, l'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Le CNRS condamne les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales,
intersectionnelle ou les travaux sur le terme de race. CNRS qui se dit quand même à l'époque ouvert pour participer à l'enquête demandée par le ministre. Ça, c'était le 17 février. La semaine dernière, j'ai donc rappelé le CNRS pour savoir s'il avait travaillé pour cette étude. Une réponse, vous allez voir, laconique, service communication du CNRS, qui refuse de nous dire si c'est le cas ou pas. Nous n'avons rien à ajouter. Le principal interlocuteur, c'est le ministère. Autrement dit, renvoi à l'expéditeur, Frédéric Vidal. Je me suis donc tourné vers le ministère, auquel j'ai envoyé ce courriel. On va le voir avec quelques questions, notamment celle-là. Cette enquête a-t-elle été lancée? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Les personnalités, structures, fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier ont-ils rendu leurs conclusions? Si oui, que disent ces conclusions? Il y avait des questions assez précises. Je l'ai renvoyé 3 fois. J'ai une collaboratrice de Frédéric Vidal au téléphone. Elle a promis de me rappeler. J'attends toujours. Elle peut toujours me joindre si elle veut apporter des précisions. Elle fait ça d'ailleurs avec tous les journalistes en réalité, puisqu'il n'y a pas de réponse du ministère sur ce sujet. Alors pour en savoir plus, avec Yumni Kezouf, on est allé voir Caroline Ibos. Cette maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Rennes fait partie d'un petit groupe de chercheurs qui ont saisi le Conseil d'État pour forcer le ministère à dire si ce rapport a bien été lancé, oui ou non. Caroline Ibos, il est où ce fameux rapport demandé par la ministre, y compris à l'Assemblée nationale? C'est un grand mystère. Ça, personne ne sait où il est, on ne sait pas s'il existe, mais on n'a non plus aucun indice pour dire qu'il n'existe pas. La ministre, visiblement, refuse de répondre, ne répond pas. On ne sait pas qui peut faire l'enquête. Il n'y a pas d'institution en charge de l'enquête. Et donc, on ne sait pas où est le rapport. Il semble bien que ça a été plutôt une stratégie d'intimidation. Nous, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire que la ministre a menacé des universitaires d'enquêter sur eux. Et il y avait tout de même, pour nous en tout cas, une double intention et un double objectif. D'une part, intimider le monde universitaire, et d'autre part aussi, jeter la vindicte sur les universitaires, ou du moins sur certains d'entre eux, sur certains champs de savoir, aux yeux de l'opinion publique. Suite à leur recours, le Conseil d'État a enjoint la ministre à dire d'ici début juillet si ce rapport existe ou s'il n'existe pas. Dans les deux cas, nous, ça nous intéresse. Et dans un cas, ça veut dire qu'effectivement, il y a une volonté de reprise en main de l'université par le pouvoir. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les atteintes aux libertés académiques. Et s'il n'y a pas d'enquête, eh bien ça veut clairement dire que c'était juste de la stratégie politique. Que c'était juste de la stratégie politique et que du coup, c'est une instrumentalisation, pour nous, inadmissible, une instrumentalisation de la question universitaire, de la question des savoirs, juste à des fins politiques et de désigner des coupables, des ennemis, de détourner l'attention de la responsabilité du gouvernement, notamment sur les questions des universités, leur sous-financement, enfin, toute cette crise, cette détresse de l'université. Donc s'il y a une enquête, c'est grave, s'il n'y a pas d'enquête, c'est grave. Voilà, exactement, donc on est très contents. Mais pour elle, le mal est déjà fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est des étudiantes de ma sœur qui veulent s'inscrire en thèse, qui veulent faire des thèses sur certains sujets et qui ne veulent plus, qui n'osent plus. Ça, c'est un exemple très précis. C'est-à-dire qu'il y a des champs de recherche et qui sont des champs de recherche vraiment très transnationaux, très apaisés, qui donnent lieu à des recherches, je dirais, normales, ordinaires, qui tout à coup semblent dangereux. Tout à coup, il y a des collègues qu'on ne peut plus inviter au colloque parce que on les expose. Ces savoirs-là se retrouvent délégitimés, discrédités, assimilés à des tentatives de militantisme, de pur militantisme. C'est particulièrement démesuré et injuste parce que tous ces champs de savoir sont sous-financés, sont déjà très marginalisés. Il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus. J'étais il y a quelques jours dans un Zoom avec un de mes collègues qui est prof à l'Université d'Oregon, et quand je lui disais que j'étais dans le seul laboratoire de France spécialisé sur les études de genre, il m'a fait répéter ça 5 fois. Il y en a dans toutes les universités aux États-Unis. Caroline Ibos qui parle donc d'attaque politique. De fait, les propos de la ministre, on va voir, n'ont pas grand-chose à envier aux thèses popularisées depuis longtemps par l'extrême droite. À propos de l'université, écoutons un petit extrait de Marion Maréchal Le Pen, c'était en 2020.
On ne compte plus au quotidien le militantisme, le sectarisme, l'uniformité idéologique qui sévit dans de trop nombreuses écoles ou universités. L'obsession pour la race et le genre, toutes les théories les plus incroyables venues des campus américains, comme les théories décoloniales, l'indigénisme, l'immigrationnisme, les théories du genre, le néo-féminisme, l'intersectionnalité. Une thèse désormais banalisée dans l'espace public. Écoutons par exemple la chercheuse Nathalie Henich. Elle a écrit un livre pour dénoncer le militantisme à l'université, ce qu'elle appelle la glaciation islamo-gauchiste bigre. On l'écoute sur France Inter, première matinale de France quand même. C'était le 28 mai. Quand on reçoit, comme je le fais et comme le font tous mes collègues tous les jours dans son ordinateur, des annonces de colloques, de séminaires, de journées d'études, de soutenances de thèses qui sont entièrement formatées dans ce vocabulaire de l'intersectionnalité, du décolonialisme, du genre, etc., de la racialisation, on se demande un petit peu comment des étudiants peuvent encore avoir l'idée que la recherche, ça consiste à découvrir et non pas à ressasser ce qu'on sait déjà. Michel Vivorca, Vidal, Le Pen, Henich, c'est un peu les mêmes mots, non ? C'est un peu les mêmes mots, c'est pas exactement la même chose, évidemment. Et au passage, je rappelle que le directeur du CNRS est nommé en Conseil des ministres. La ministre lui a demandé un rapport, il ne le fait pas, apparemment. Je trouverais intéressant de savoir ce qui se passera en Conseil des ministres le jour où cette affaire devra y être discutée. Voilà un directeur qui ne fait pas, qui lui est demandé par sa ministre. Alors, sur le fond maintenant, il faut bien voir qu'il y a une droitisation générale, mais qui a différentes sources. C'est ça la difficulté à bien comprendre ce qui se passe. Il y a d'un côté, de l'extrême droite, ou des gens qui rejoignent l'extrême droite, je dirais, sans qu'il y ait beaucoup d'autres choses à noter. Il y a deuxièmement, à l'intérieur du pouvoir, des courants qui le droitisent, vraisemblablement, avec l'accord du chef de l'État. Emmanuel Macron qui a quand même dit en juillet 2020 dans Le monde universitaire est coupable d'avoir encouragé l'ethnisation de la question sociale, de casser la République. Voilà, donc d'un côté, le président agit dans ce sens-là, mais le même président, lui, il essaie de faire du en même temps, donc il donne à Benjamin Stora la responsabilité d'un rapport sur l'Algérie, c'est pas un type d'extrême droite, Benjamin Stora, chacun le sait bien. Il confie à Pape Ndiaye la direction du musée national de l'immigration, bref. Le président essaie de marcher sur deux jambes, mais on sent bien qu'il y en a qui tirent. Donc de ce côté-là, c'est la deuxième logique. Il y a une troisième logique, qui est une logique de gens qui viennent de la gauche, dans ce cas-là d'hyper-républicains. La République, la laïcité pure et dure. Pour prendre un exemple, pour me faire comprendre, des gens qui s'identifient assez aux évolutions de Manuel Valls. C'est pas encore la même chose. Tout ça est différent. Mais à mon avis, tout ça converge. Il y a des logiques politiques. Certains... si l'hypothèse que vous suggériez tout à l'heure, si le Rassemblement national arrive aux affaires, certains y trouveront leur place, d'autres non. Mais tout ça va quand même dans ce sens-là. Alors, est-ce que cette assimilation constante d'une partie du champ académique à du militantisme, ça vous inquiète ? Ça a toujours été comme ça, il ne faut pas tout mélanger. Enfin, moi j'appartiens à une génération où les gens d'extrême gauche et les gens d'extrême droite se tapaient dessus, et où, dans ma génération, tout ce qui était marxiste, tiers-mondiste, révolutionnaire... Donc il n'y a rien de nouveau là ? Ce qui est nouveau, c'est les thèmes. Et si, il y a quelque chose de nouveau, c'est que ça prend des allures ad hominem extrêmement violentes. Alors, vous avez été attaqué vous-même, plusieurs attaques, il y en a eu plusieurs, mais vous avez été décrit, notamment dans Marianne, comme un pompier pyromane de l'antiracisme, sachant que vous avez quand même travaillé toute votre vie sur l'antiracisme, par des gens comme, justement, Nathalie Henich, qu'on a vu là. Oui, j'ai trouvé ça assez misérable de sa part, parce que l'article La Tribune, dont elle est co-signataire, est une tribune où tout est faux. Mais tout est faux, factuellement faux. Donc j'ai demandé à répondre. On m'a aussitôt accordé évidemment un droit de réponse. C'est quand même dommage. Alors, si vous voulez, sa position à Nathalie Henich, telle que je la comprends, c'est faut surtout pas mélanger militantisme et recherche. La réalité, elle n'est pas comme ça. Si les gens choisissent un objet de recherche, un terrain, des préoccupations, des façons de réfléchir, c'est que ça correspond à quelque chose qui les définit eux-mêmes. Donc ça fait partie des évolutions générales de la société. Alors quand même, vous dites dans votre livre, ce débat sur l'islamo-gauchisme, il est très franco-français. En quoi il est très franco-français ? Parce que des débats sur la question de la race, du genre, il y en a partout dans plein de pays. Alors, ce débat, d'abord, l'expression a été importée du Royaume-Uni, mais enfin, elle est quand même très française.
islamo et pas islamismo. Donc c'est tout l'islam, dans un pays où il y a, je ne sais combien, mais peut-être quelques pourcentages de citoyens musulmans, c'est considérable. Et gauchisme, c'est très intéressant parce que autant islamo élargit le spectre côté islam, autant gauchisme semble dire qu'il y a des gauchistes. Et en réalité, ce qui est visé, c'est une grande partie de la gauche. C'est cette partie de la gauche qui voudrait qu'on traite l'islam normalement, tout simplement. Et la cible de ces gens-là, de ceux qui attaquent aussi violemment, ça n'est pas du tout les indigènes de la République, les extrêmes, les islamos... Non, c'est les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui sont intermédiaires. Si j'osais une comparaison un peu excessive peut-être, je dirais, le chef de l'État déteste les médiations, donc les affaiblit, ce qui explique certainement beaucoup de la situation actuelle. Les intellectuels, les journalistes et autres qui attaquent des gens comme moi, eux, détestent les intellectuels intermédiaires. Et donc c'est pareil, il faut créer une sorte de purification, de nettoyage. Ah ben écoutez, il y a une logique macartiste dans tout ça. On veut purifier, on veut nettoyer. Il faut que les chercheurs soient dans leur tour d'ivoire et qu'ils soient à des années-lumière de tout ce qui est militantisme. Non. Alors, là où, évidemment, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, là où, évidemment, il faut être attentif, c'est que tout n'est pas recherche dans ce qui se dit lorsqu'on dit postcolonialisme, décolonialisme. Tout n'est pas chercheur, tout n'est pas recherche, tout n'est pas sérieux. Vraiment, cette personne qu'on vient d'entendre, cette collègue qu'on vient d'entendre, c'est une femme très respectable, c'est une femme qui parle recherche, c'est pas une femme du tout qui vous dit qu'elle est engagée aux côtés de je ne sais qui. Et donc, il faut peut-être aussi faire un peu de tri. Tout n'est pas forcément excellent non plus. Alors, il y a une accusation aussi qui est très amusante. Quand on veut disqualifier une personne, un type d'idée, un type d'engagement, etc., on dit « c'est américain, c'est importé des États-Unis ». Enfin, c'est une plaisanterie. Quand on est chercheur en sciences sociales, on lit le monde entier. Enfin, on devrait lire le monde entier. Et j'irais même ne pas se contenter de l'Occident. Bon, donc aller voir ce qui se dit aux États-Unis. Mais c'est normal, c'est sain. Ne pas être enfermé dans l'Hexagone et ne pas... J'avais un collègue qui s'appelait Ulrich Beck qui dénonçait ce qu'il appelait le nationalisme méthodologique. Ben oui. Vous dites la France est prise là-dedans. Voilà. Et si on veut aller au bout de ça, alors il faut savoir que l'alt-right américaine, les extrémistes américains, leur grande figure de référence, c'est des Français. C'est Renaud Camus. C'est le grand remplacement. Donc on exporte, on ne fait pas que de l'import, si on veut réfléchir un peu comme ça. Juste dernier mot, parce que c'est aussi une tentative que vous faites dans ce livre, finalement, d'essayer de poser d'abord les choses, mais aussi d'envisager comment on peut rétablir un dialogue, éventuellement, pas forcément entre des idées extrêmement opposées, mais enfin essayer de trouver un chemin pour décrire les mutations de la société, tout simplement, de la meilleure des façons. En universitaire, quelles sont les pistes possibles en 2 mots ? Bon, écoutez, il faut que les gens se parlent davantage, il faut que les gens se respectent et s'écoutent davantage. J'appartiens à l'école des hautes études en sciences sociales. Il y a 40 ans ou 30 ans, tout le monde lisait tout le monde. Aujourd'hui, presque personne ne lit presque personne, pour le dire comme ça. Donc que les gens discutent, qu'ils discutent à l'échelle internationale, pas simplement à l'échelle franco-française, qu'ils participent à une vie globale. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Et donc moi, j'essaye de m'intéresser à ce que font mes collègues et pas simplement à dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et donc ce petit livre, c'est en fait une sorte de cartographie des différents courants, des différentes écoles de pensée, des orientations, des problèmes qui sont les nôtres. Et il est très bien, je vous le conseille, ce livre, donc Racisme, Antisémitisme, Antiracisme, Apologie pour la recherche aux éditions La Boîte à Pandore. Merci beaucoup, Michel Vivorca, vous allez rester avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, petite séance de rattrapage. D'abord, signalons cette première enquête signée par notre partenaire Splend. Splend, c'est une ONG lancée en février 2021 dédiée à l'investigation journalistique en Bretagne. Et dans ce premier article, Caroline Trouillet raconte comment la Bretagne est en France la première émettrice, d'ammoniac, un gaz issu à 95% de l'activité agricole responsable d'une partie de la pollution de l'air aux particules fines qui favorisent cancer et maladies cardiovasculaire. Pascal Pascariello raconte quant à elle comment des familles ont été violentées par la police lors d'une veillée funèbre le 4 juin, c'était à la Plaine Saint-Denis. Plusieurs habitants de ce quartier de Seine-Saint-Denis, dont des enfants, ont été la cible de tirs de grenades lacrymogènes et de LBD par des policiers. Une femme enceinte a dû être hospitalisée. La préfecture de police de Paris refuse de répondre sur ces violences. Enfin, Fabien Escalona s'est penché sur les cas des gauches en Auvergne-Rhône-Alpes. À une semaine du premier tour des régionales, écologistes, socialistes, communistes n'ont pas de mots assez durs contre le président de la région, Laurent Wauquiez, et pourtant, ils ne sont pas parvenus à s'unir dès le premier tour. Une belle métaphore de la situation politique dans laquelle nous sommes et dont nous avons
parler. Merci Michel Vivorca, merci Valentine qui est restée sur le plateau. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous.